Bonsoir à toutes et à tous et merci de rester fidèles au programme du soir sur New World. Bienvenue dans Regard Croisé, le tout premier numéro de cette semaine. Encore 4 sujets à aborder avec nos invités. Nous parlerons d'abord de la République démocratique du Congo. La FCM 23 aussi prend part aux discussions à Doha. Deuxième sujet, nous parlerons de la Guinée, la grâce présidentielle accordée à Moussa Dadis Camara. Troisième sujet, nous irons au Niger. L'armée se retire de la force multinationale de lutte contre Boko Haram. Puis nous terminerons bien évidemment par le Togo. Les travaux du CPC reprennent. Et pour en parler ce soir, 3 invités sur ce plateau. Avec moi, Louis Kamako. Vous êtes journaliste et analyste politique. Bonsoir Louis et bienvenue. Bonsoir docteur, bonsoir à mes deux co-débatteurs, bonsoir à tous les téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision du Monde Nouveau. Merci beaucoup à vous Louis d'avoir répondu à notre invitation. C'est plutôt moi. À côté de vous, Gabin Adjaro, vous êtes juriste et directeur des cabinets Juris Consulting. Bonsoir Gabin et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume, bonsoir à tous ceux qui nous suivent et surtout à mes deux co-débatteurs. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup Gabin d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Notre troisième invité ce soir, Kofi Anani, vous êtes entrepreneur et analyste politique. Bonsoir Kofi et bienvenue. Bonsoir Dr Guillaume et merci de m'avoir invité. Merci Bonsoir beaucoup. À mes deux co-débatteurs. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est plutôt moi. Alors avec vous, nous allons aborder notre premier sujet. Nous prenons la direction de la République démocratique du Congo pour parler de l'AFCM 23 qui prend part aussi aux discussions à Doha. Après le premier round ayant rassemblé les présidents rwandais et congolais, je vais parler de Paul Kagame et Félix Tshisekedi à Doha. Les informations font état d'une présence des représentants de l'AFC 23 pour un nouveau round des discussions. Ils se seraient présentés à Doha depuis quelques jours maintenant avec une représentation de la RDC, peut-être aussi du Rwanda, même si pour ce fait les informations divergent. Il n'y a pas de communiqué officiel ni de l'un ni de l'autre, mais les discussions seraient toujours en cours à Doha. Est-ce la fin définitive du processus de Luanda ou l'échec de l'initiative africaine pour trouver la paix dans l'est de la République démocratique du Congo? Est-ce aussi le démarrage des discussions directes entre la République démocratique du Congo et le M23? Ce qu'on sait que le président Tshisekedi n'a jamais voulu et a toujours martelé qu'il n'était pas prêt à discuter avec le M23, mais serait-il obligé de le faire? Les discussions auraient-elles déjà commencé dans ce sens? Nous en parlons avec nos invités. C'est avec vous, Louis Kamako, que je veux commencer ce sujet. Le M23 aussi se retrouve à Doha dans le cadre de ce processus de paix. Les informations officielles font savoir qu'il ne s'agit pas d'un processus de Doha, comme on l'aurait pu l'imaginer, comme peut-être un processus de Luanda ou de Nairobi. Mais Doha s'investit quand même à trouver des solutions à la crise dans l'est de la République démocratique du Congo. Et le M23 serait invité cette semaine à prendre part aux discussions. Oui, bien évidemment. Et tu l'as dit tout à l'heure dans ton intervention que la discussion ou bien les discussions se fait à huis clos et que jusque-là, il n'y a pas d'informations officielles sur le sujet. Ça veut dire que jusque-là, les informations vont dans tous les sens et tout le monde et les commentaires vont de bon train. Mais ce qu'il faut souligner tout à l'heure, parce que tu te demandais si c'est la fin ou bien si c'est l'échec en tête de la médiation africaine à travers l'Angola. Est-ce que Qatar est en train de réussir là où l'Angola a échoué? Je suis tenté de répondre par la négative parce que ce qui est privilégié aujourd'hui, bien ce qui est dit, c'est que même le processus de Qatar dont on parle va faire ce qu'on appelait le processus fusionné. Ça veut dire que le gouvernement qatari justement va capitaliser les discussions amorcées entre-temps par le président angolais. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au début de la crise, il y a eu cette tractation-là. L'Union africaine a mandaté justement le président angolais de vouloir à résoudre cette crise-là. Il y a eu des discussions, même si les discussions n'ont pas été faites de façon collégiale, d'autant plus que l'Union africaine n'est jamais arrivée à faire asseoir autour d'une seule table les deux belligérants, c'est-à-dire Paul Kagame et Félix Tshisekedi. Mais je crois que à la base, il y a un effort qui est fait, il y a un processus qui a été enclenché. Donc, Qatar, le gouvernement qatari va justement capitaliser sur ces discussions-là. C'est pourtant pas de processus fusionné. Donc, en vrai, on ne peut pas parler d'un échec cuisant, en fait, de la médiation, bien de la facilitation africaine.
Mais au-delà de tout, ce qu'on peut constater, c'est que cette discussion qui se fait à huis clos à Doha, auquel participent en fait tous les belligérants, ceux qui n'ont pas pu faire depuis là, témoigne ou bien donne raison à ceux qui pensent que la guerre qui se jouait dans l'est du Congo est une guerre qui se faisait par procuration. Et ça donne raison également à ces jeunes-là qui à un moment donné ont décidé de prendre à partie les ambassades en République démocratique du Congo. Parce que quand vous voyez aujourd'hui Doha, derrière Doha se cachent certaines puissances internationales, se cachent certaines puissances européennes, se cachent certaines puissances occidentales. C'est comme ça que ça se passe dans le fait des nations. Quand il y a crise, quand il y a une guerre, quand certains pays parlent, il n'y a aucun pays qui a le droit, ou bien il n'y a aucun dirigeant qui a le droit de rétorquer. Et ça se voit clairement dans cette crise-là. Donc c'est pour vous dire clairement que il n'y a pas eu d'échec pour la médiation africaine. Mais sauf que, comme je le disais la dernière fois, les deux belligérants ont juste décidé en fait de ne pas faire évoluer les choses dans les bons sens. Ils n'ont pas voulu une médiation africaine, mais jusque-là, ils n'ont pas eu le courage de le dire clairement. Donc maintenant qu'ils ont décidé justement d'aller chez le gouvernement qatari, ils prouvent à suffisance qu'en réalité, ce qu'ils voulaient, c'est pas la fin de la guerre, mais c'est plutôt le médiateur qu'ils remettaient en cause. Donc ils approuvent d'une manière ou d'une autre la médiation qatari. Et pour moi, c'est quelque chose de salutaire parce que du jour au lendemain, nous allons peut-être attendre, ou bien nous allons apprendre que les armes ont cessé de crépiter à Goma. Vous êtes optimiste à cette idée? Bien sûr que je suis optimiste parce que je le disais tout à l'heure que c'est derrière ce cas les puissances occidentales et qui parle de Doha, c'est de quel pays il est question. Donc c'est comme une guerre de procuration, comme je le disais, et ça tend vers ce qu'on peut appeler encore la conférence de Bandung parce qu'après cette résolution, tout le monde aura justement sa part du gâteau. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako. Alors, Gabin Adjao, le M23, la FC M23 serait convié également à Doha pour discuter de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. Tous les participants ne sont pas clairement connus puisque certaines sources font état de la présence d'une délégation rwandaise ou d'autres non. Il y aurait également la présence d'une délégation congolaise, mais officiellement aucun communiqué n'a circulé, n'a fait état de cette rencontre. Les médias informent en tout cas que le M23 prend part à ces discussions. Est-ce, comme je le demandais, la fin du processus de Luanda? Est-ce l'échec de l'initiative africaine à travers l'Angola? Est-ce le début d'une discussion directe entre le M23 et la République démocratique du Congo? Parce que sur ce fait, on sait que le président congolais était carrément opposé à cela, même s'il était partant à l'idée de rencontrer son homologue rwandais. Que faut-il retenir de cette nouvelle information? Oui, quoi qu'il en soit, on va voir véritablement clairement ceux-là qui vont participer quand même à cette négociation à Doha. On saura véritablement les participants et on en fera une idée. Sauf que je le disais tout le temps, que ça doit être une négociation tripartite, c'est-à-dire la RDC, le Rwandais et puis la FCM 23, la coalition FCM 23, puisque ce sont véritablement ceux-là qui sont sur le terrain. Et on ne peut pas faire une négociation en omettant quand même une partie importante, à savoir la FCM 23. Maintenant, la question de savoir si le processus de Luanda a échoué, véritablement, ça a échoué pour moi, ça a échoué lamentablement, parce que véritablement, ça a été très difficile pour Joao Lourenço de pouvoir faire asseoir les deux hommes, de pouvoir les faire rencontrer, et même d'amorcer une discussion entre les deux personnes. Même le processus de Nairobi, ça a véritablement échoué. Donc, c'est dire que, Louis le disait tout à l'heure, quand on parle d'une guerre par procuration, et c'est bien vrai, même si ce sont les Africains. Est-ce que c'est une guerre par procuration, cette situation? Oui, et je suis désolé, mais c'est la réalité. C'est une guerre par procuration, d'autant plus que ces puissances-là jouent sur notre manque de patriotisme et la quête dévolue des intérêts égoïstes. Donc, du coup, on a du mal à penser véritablement pays, nation d'abord, avant de penser à nos intérêts. Donc, ces puissances-là jouent sur ça et nous fournissent des armes et ils font cette guerre-là par procuration. Vous aurez pu constater que Joao Lourenço a essayé de peser de tout son poids dans ces négociations-là, mais ça n'a jamais abouti. Les faire asseoir, je ne sais pas qu'est-ce
qu'est-ce qui manque aujourd'hui à ce que Joao Lourenço puisse être relégué au dernier plan. Mais soyons sûrs aujourd'hui qu'avec le processus de Doha, on arrive, on va inexorablement vers quand même une paix, entre les trois parties. Parce qu'au prime abord, même les organisations sous-régionales, la SADC, l'EAC, ils ont véritablement tenté de faire quelque chose, mais ça n'a jamais abouti, d'autant plus que certains chefs d'État de la sous-région n'ont même pas essayé de se prononcer par rapport à cette guerre, par rapport à celui-là qui est en train d'agresser l'autre. Donc du coup, à un moment donné... le Qatar, lui, s'est prononcé? Le Qatar ne s'est pas prononcé. Je pense que quand on est dans une logique de médiateur, il faut souvent éviter de prendre position. Mais ce n'est pas question de prendre position. Mais les nations qui se sont retrouvées lors de la conférence conjointe de la SADC et de l'EAC, mais ce ne sont pas véritablement des négociateurs, puisque la négociation avait été déjà amorcée par l'Union africaine et que l'Union africaine a confié à Joao Lourenço d'ailleurs. Maintenant, eux, ils ont été obligés quand même de se regrouper et de se prononcer quand même sur le conflit, voir quelle modalité il faut adopter. Nous savons très bien que dans ce genre d'organisation sous-régionale, quand il y a problème, qu'est-ce qu'on fait? On fait asseoir les partis ou bien les organisations sous-régionales se prononcent par rapport aux sanctions à prononcer vis-à-vis de ceux-là qui sont en train de commettre des exactions sur les autres. Mais ici, ils ne sont même pas arrivés à se déclarer par rapport au Rwanda, à ce que le Rwanda est en train de faire comme action sur la RDC et autres. Là, ils se sont tous tués. Et le ministre des Affaires étrangères rwandais s'était véritablement réjoui par rapport au fait que ces organisations-là ne l'ont pas véritablement condamné, n'ont même pas prononcé leur nom. Ça veut dire que eux, ils savaient très bien ce qu'ils font, mais ces organisations-là ont pieds et mains liés de se prononcer dans cette affaire. Aujourd'hui, Doha, on sait très bien ce que Doha, les puissances qui supportent Doha, c'est-à-dire les États-Unis au prime abord, et on connaît la relation du Rwanda avec les États-Unis. Donc, vous ne trouvez pas un peu choquant que deux chefs d'État qui sont côte à côte n'arrivent pas à se déplacer à Luanda pour discuter, mais patatras, on les retrouve à Doha, assis face à face, discutant comme de bons amis. C'est de la méthode, c'est pourquoi je demandais, est-ce que cela marque une victoire de Doha par rapport à l'initiative de Luanda? Bien sûr, c'est une victoire de Doha par rapport à l'initiative de Luanda. Je le dis, c'est pas seulement un échec de Luanda, mais aussi un échec de l'Union africaine, des organisations sous-régionales, la SADC et puis l'EAC. C'est un échec criard de ces organisations. Et ça montre véritablement l'impuissance et la faiblesse de nos organisations sous-régionales et même supranationales. Donc c'est très compliqué aujourd'hui de pouvoir se prononcer. Que pense Louis, pour vous, Luanda était un échec? Luanda était un échec. Joao Lourenço, et ce n'est pas la faute au médiateur. Le médiateur a fait ce qu'il faut. Il a pesé de tout son poids. Il a essayé de faire ce qu'il faut, mais comme ceux-là qui sont même les grands belligérants ne sont pas encore prononcés, ben, ces chefs d'État-là ne pourront encore rien faire. Mais comme Doha, qui quand même est un bras des États-Unis, s'est prononcé, ben, ils se sont vite déplacés pour aller se rencontrer de l'autre côté. Et Dieu seul sait ce qui s'en est suivi. Aujourd'hui, vous aurez pu constater aussi que juste après cette rencontre-là, l'AFC, qui normalement devait observer un cessez-le-feu, a encore accentué ses attaques. C'est pour se prononcer, pour dire que vous discutez entre vous, mais nous aussi, nous sommes là. Nous devons participer à ces négociations et pourquoi pas avoir aussi notre part du gâteau. Merci beaucoup à vous, Gabin Adjao. Alors, Kofi Anani, finalement, le M23 prend part aussi aux négociations à Doha, négociations pour aboutir à une paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Au début, c'était seulement les chefs d'État congolais et rwandais, mais là, les rebelles sont aussi invités. Merci, docteur. Moi, je dirais que je suis très heureux de l'évolution qu'on a dans la situation en RDC actuellement. Le fait même que le groupe l'AFCM 23 puisse aussi participer aux négociations à Doha, c'est une très bonne chose. Moi, je ne dirais pas que l'initiative africaine a échoué, comme certains le diraient. Ce que moi je pense, c'est que c'est une situation un peu intéressante. C'est comme deux animaux, deux chiens plutôt, qui se battent pour obtenir de la viande. Et dans la bataille, dans l'obtention de la viande, ils hésitent un peu. Et un troisième débarque de nulle part et s'en prend à cette viande-là. Pourquoi je dis ça? Parce que
la semaine passée, nous avions pris connaissance du fait que le président Lourenço se serait retiré de la négociation, de la médiation dans la crise de la RDC. Et les raisons évoquées étaient le fait qu'il se concentre lui-même sur ses responsabilités au niveau de l'UA. Et après, on a appris que certains chefs d'État, il y a eu un sommet et des chefs d'État avaient été nominés ou nommés plutôt pour essayer de nommer un nouveau médiateur. Et jusque-là, on n'a pas eu de communiqué, on n'a pas eu la décision que ces chefs d'État ont pris. Nous avions eu écho de Olusegun Obasanjo du Nigeria, de Catherine Samba-Panza de la Centrafrique, Uhuru Kenyatta du Kenya. C'était un panel qui devait très rapidement nommer un médiateur un nouveau médiateur dans la crise de la RDC. On ne l'a pas eu. Et patatras, nous avons appris que les rebelles et une délégation de la RDC se sont retrouvés à Doha. Pour moi, ce n'est pas vraiment un échec, mais c'est un jeu d'intérêt qui se joue actuellement. Parce que, au-delà du fait que nous savons que le Qatar a des puissances qui sont derrière elle, le Qatar lui-même a des intérêts importants en Afrique, des intérêts économiques. Et on ne sait pas si, dans la rencontre qu'il y a eu précédemment avec les deux présidents, les deux chefs d'État, Félix Tshisekedi et puis Paul Kagame du Rwanda, il y a eu des discussions dans le sens économique. Est-ce qu'on leur a fait des propositions allant dans le sens je ne sais pas, de l'amélioration de leur situation économique et qui les pousserait aujourd'hui à faire ce qu'ils avaient refusé de faire sur le plan africain? On ne le sait pas. Mais toujours est-il que le Qatar a des intérêts importants, des intérêts économiques qu'il est en train de jouer. Et il pense que s'il arrive à réussir à résoudre la crise, ces intérêts-là pourraient avoir gain de cause. Merci beaucoup à vous tous donc pour vos contributions. Nous allons marquer la première pause puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.